Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Donc, avec Pauline, on est ravis de pouvoir justement se focaliser pendant 1 heure sur la démarche qualité. Moi, je vais juste vous rappeler, comme vous le savez certainement, le principe des web séminaires. Donc, c'est un web séminaire tous les mercredis sur un sujet précis, hors période vacances scolaires. Donc là, aujourd'hui, l'idée était de s'appuyer sur Pauline, donc qui est référente qualité au sein du comité départemental du tourisme des Landes depuis quelques années maintenant, et donc qui fait vraiment de l'accompagnement à la fois auprès des offices, mais aussi auprès des prestataires privés. Donc je la laisserai peut-être se présenter. En tout cas, j'en profite pour la remercier aussi de son implication pour le réseau, et je vais te laisser la parole, sachant qu'on part sur 2 séquences. La première séquence, Pauline donc va dérouler sa présentation pendant à peu près 3/4 d'heure, et ce qui nous laissera donc une deuxième séquence de questions-réponses. Ok, tu m'entends là? Il y aura sur le chat pendant l'intervention de Pauline pour pouvoir. Ok. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Pauline Cazobon travaille au comité départemental du tourisme depuis donc 10 ans, à peu près comme Fabien à la Mona. Et là aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu des évolutions du référentiel qualité tourisme, volet office de tourisme, puisque comme vous l'a dit Fabien, je travaille également avec d'autres filières comme les activités de pleine nature notamment et les lieux de visite. Sur ce volet office de tourisme, c'est mon regard. J'ai fait une sélection d'informations que je vous donne, les informations que moi j'ai jugées les plus intéressantes, les plus pertinentes. Donc s'il y a des choses que je ne traite pas et qui vous intéressent, on peut les aborder dans la deuxième séquence des questions-réponses. Alors, donc, en cas de, alors 2-3 éléments juste de contexte pour démarrer. En cas de regroupement des offices de tourisme, la nouvelle entité va conserver la marque qualité tourisme et peut communiquer dessus via l'ensemble de ses supports. En revanche, la plaque ne peut être apposée que sur les BIT qui auront au préalable été audités. Hélène m'avait demandé de vous faire un petit point rapide là-dessus et repréciser que on a obligation, l'Office de tourisme a obligation de renouveler la marque qualité tourisme au titre de la nouvelle structure avant juillet 2018. Alors, je ne vous cache pas que ça concerne toute la France, donc l'idée, c'est quand même d'essayer même de candidater un peu plus tôt, au titre de la nouvelle structure. Un petit rappel aussi sur le fait que le classement donc est toujours obligatoire. Ça, c'est pas propre uniquement aux offices de tourisme, c'est bien quelque chose qui est imposé par la DGE, la Direction générale des entreprises, et qui concerne toutes les filières concernées par le plan qualité tourisme lorsqu'un classement existe pour cette filière. Alors, vous l'avez probablement su, dans cette évolution du référentiel, il y a 2 volets. Donc, un volet 1 qui est en application depuis le 1er janvier 2017. Donc là, on est sur un relifting un peu, on est sur un maintien de la structure de la version que vous connaissez, la version de 2014, avec des ajustements dont on va parler dans un instant. Et puis, la volonté sur ce volet 1 de simplifier un maximum, voire carrément de supprimer certains critères. Et puis, on a un volet 2 qui est actuellement en chantier, qui devrait être applicable au 1er janvier 2018. Donc là, on est vraiment sur une restructuration du référentiel, une refonte. On va aller davantage vers un référentiel métier, limite certification, avec la notion, l'intégration probablement de la notion d'approche processus. Alors ce volet 2, donc moins de critères effectivement, je vous notais qui sont imposés, plus d'engagements et de preuves qui sont propres aux structures. Alors ce volet 2, il implique automatiquement de davantage réfléchir sur soi, sur son noté, de moins suivre un cadre prédéfini. Donc vous le verrez en 2018, c'est forcément moins scolaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est moins facile parce que ce volet 2, il demandera quand même une plus grande autonomie.
Ce qui est prévu pour l'instant, ce qui est pressenti, c'est que pour les premières candidatures, à partir de 2018, le volet 1 sera prioritaire, parce que ça reste quand même un référentiel qui va vraiment aider à cadrer et à construire le système qualité. Donc quand on débute, c'est vrai que c'est quand même confortable. En revanche, pour les renouvellements, et notamment les renouvellements de candidatures pour des offices de tourisme qui sont en démarche qualité depuis longtemps, là on va plutôt orienter vers le volet 2 du référentiel. En ce qui concerne les OT qui se regrouperont et qui doivent candidater au titre d'une nouvelle entité, là ce sera laissé un peu à l'appréciation du directeur de structure, du manager. Moi je conseille quand même sur les OT qui se regroupent pas, là c'est vraiment pour ceux qui se regroupent c'est quand même un cas un peu plus différent, mais pour ceux qui se regroupent, qui ne sont pas en phase de regroupement, je trouve que la bascule sur le volet 2 est pertinente. Pour redonner un nouvel élan aussi à sa démarche qualité quand on est dedans depuis longtemps. Mais il y aura un choix qui sera donné aux offices de tourisme. Alors, donc la structure du référentiel, je vous le disais, volet 1, elle reste sensiblement la même. On est toujours sur un référentiel qui comprend 6 chapitres principaux. Engagement envers la collectivité, engagement en interne à l'OT, un volet promotion, l'engagement envers les réseaux institutionnels, envers les sociopros et partenaires, et un chapitre engagement envers les visiteurs. Alors concrètement, quand on parle d'engagement avec la collectivité, on dit quoi derrière? On dit le contrat qu'il y a entre la collectivité et l'office de tourisme. Donc c'est tout ce qui est convention d'objectifs ou autres documents, on va dire réglementaires, tout ce qui est statut, tout ce qui est engagement dans la démarche qualité. Quand on parle d'engagement en interne à l'office de tourisme, là on va être sur tout ce qui est organisation interne, le fonctionnement global de l'office, tout le gros volet management, formation des équipes, gestion des ressources humaines, la gestion du système qualité pur et dur, le dur de la qualité là, tout ce qui est axe stratégique, définition du plan d'action, les objectifs donnés à l'équipe. Un gros volet satisfaction et écoute client, et puis on en parlera tout à l'heure, le groupe qualité de destination. Dans un chapitre promotion, là un chapitre qui n'a pas trop évolué, on est sur tout ce qui est identification des profils de clientèle, tout ce qui est intégration des outils numériques dans la stratégie de promotion, évidemment les éditions, et puis tout ce qui a trait à la charte graphique. Sur un volet 4, engagement envers les institutionnels. C'est un tout petit chapitre, mais qui est quand même important. Donc, on va parler de tout ce qui est participation au réseau départemental ou régional d'information, l'observation touristique, et puis finalement toutes les actions qui vont être mises en place conjointement. Ensuite, on a un chapitre 5, dont je vous le disais, qui concerne les socioprofessionnels et les partenaires. Donc là, c'est comment ils sont représentés dans l'organe décisionnel, comment on communique avec eux, comment on va leur diffuser la documentation, et puis quelles actions on mène avec eux, quelles prestations on leur propose. Un chapitre sur les visiteurs, donc là le gros du cœur de métier, tout ce qui est conseil en séjour. On va avoir des questions là aussi sur tout ce qui est acheminement, signalisation, l'aménagement des locaux, tout ce qui est ergonomie pour le personnel, la propreté, l'ambiance générale, tout ce qui est prise en charge du client, la gestion de l'information. Et on en parlera tout à l'heure, la stratégie d'accueil et d'information mise en place au niveau de l'office de tourisme. On a sur l'ensemble de ces 6 chapitres régulièrement des petits rappels sur le développement durable. On a également 3 chapitres optionnels. Alors ces 3 chapitres optionnels, je n'ai pas trop prévu de vous en parler parce qu'il n'y a pas de bouleversement par rapport à la version de 2014. Mais si vous avez des questions, on peut en parler après. À savoir que ces 3 chapitres optionnels, donc ils sont applicables si vous êtes concerné. Donc il y a des précisions par rapport à ça. On a également 3 annexes qui sont associées à ce référentiel. La procédure de fonctionnement de la marque qualité tourisme, donc là que je vous encourage
à consulter. Les documents applicables, donc ça c'est tous les documents sur lesquels vous serez audité de manière incontournable. C'est votre système documentaire minimal, enfin incontournable, essentiel. Et ensuite des précisions relatives au référentiel en annexe 3. Donc là c'est par exemple pourquoi vous seriez concerné par le chapitre boutique, pourquoi vous ne l'êtes pas. Et puis je voulais vous préciser aussi dans ces éléments de contexte qu'on avait un nouveau pool d'auditeurs et d'auditrices depuis 2016. Donc OTF a renouvelé un petit peu les cabinets d'audit, la liste des cabinets d'audit. Vous l'avez, je pense, vu, lu, entendu en long et large et en travers, mais je voulais quand même vous en parler rapidement. Pour bien comprendre la structure du référentiel, il faut vraiment avoir en tête la roue de Deming et le PDCA, Plan Do Check Act. Donc je vous en parle très très succinctement. C'est vraiment l'idée générale qu'il faut avoir en tête. Donc tout ce qui est la phase de planification, la phase de mise en œuvre, la phase de mesure, vérification, la phase d'amélioration continue, ajustement, prise de hauteur. Et tout ça qui est cadré par votre système de management par la qualité. Si vous avez été un peu attentif au référentiel, et notamment aux chapitres optionnels qui sont vraiment bâtis là-dessus, vous verrez qu'il y a toujours une phase de planification avec le conventionnement avec la collectivité, le plan d'action, les objectifs, la gestion RH. Il y a toujours un volet cœur de métier, cœur dur de l'activité, maîtrise de l'activité, une phase de mesure avec des indicateurs qui vont répondre aux objectifs que vous avez définis en amont, et puis une phase de bilan, prise de hauteur. Et quand on a compris ça, quand on comprend ça, on a un peu tout compris dans le référentiel, et on se rend compte qu'il est quand même assez assez logique et assez fluide dans sa conception. Moi je trouve, puisque je connais quand même pas mal de référentiels, je trouve qu'il est plutôt bien bâti. Alors je vous le disais, c'est un référentiel qui est allégé, avec des critères qui sont clarifiés, simplifiés. On est sur 104 critères obligatoires, 130 en 2014, 22 critères facultatifs, 36 en 2014. Plusieurs critères ont basculé, des critères facultatifs, ont basculé en critères obligatoires. Des critères des fois c'est assez légitime, comme l'accompagnement des porteurs de projets, qui fait quand même partie actuellement ça fait partie des missions que l'on travaille vraiment au quotidien. Donc ça a du sens effectivement de le rendre obligatoire. Je vous rappelle qu'on a obligation de remplir 100% des critères obligatoires et 75% des critères facultatifs. Ça, c'est une adaptation de la filière du réseau Office de tourisme de France par rapport à ce que demande la DGE, la Direction générale des entreprises, qui demande à ce qu'on ait un score de 85%. Ensuite, chaque filière ajuste en fonction de ses propres exigences et de son réseau. Ça ne veut pas dire les 100% critères obligatoires qu'on n'a pas le droit à une tolérance et à des écarts qu'on va pouvoir éventuellement corriger dans un délai défini par le OTF et le cabinet d'audit. Par rapport à ça, donc ce que je voulais vous préciser également, c'est que donc on maintient la structure actuelle dans ce référentiel avec des ajustements à la marge, et puis de dire quand même que le OTF a vraiment pris en compte les attentes des offices de tourisme, notamment sur les domaines d'information à gérer et le gros volet des coûts de clients, on le verra tout à l'heure. Quand même, grosso modo, pour ceux qui ont l'habitude qui ont vu les différentes évolutions des référentiels, grosso modo, on est sur on est sur la même chose, entre guillemets. Alors du coup, à la demande de la Mona, moi j'ai sélectionné pour vous les évolutions qui me semblaient les plus marquantes et les plus pertinentes, et je vous les ai présentées dans l'ordre des chapitres du référentiel. Donc c'est pas du tout exhaustif, on va pas regarder l'ensemble des référentiels. Hein. Donc si vous avez des questions précises, on pourra les voir après ou ultérieurement.
Donc, le premier élément, c'est que le rôle de la direction, il est quand même spécifiquement renforcé. On dit bien, la direction définit un plan d'action, la direction définit clairement les modalités de recrutement, la direction met en place un plan prévisionnel de formation. Avant, on disait l'OT définit, etc. Donc là, c'est bien une manière de rééquilibrer les responsabilités entre le RAC, le responsable assurance qualité, et le leader, et de dire le RAC ne fait pas tout, hein, le leader de la structure a un rôle quand même absolument fondamental en démarche qualité. Et puis il est spécifié aussi dans ce référentiel la possibilité de créer des équipes service qualité en renfort hein, du responsable assurance qualité, surtout quand on a une structure d'une certaine envergure. On pouvait déjà le faire avant, mais c'était pas spécifié. Là, on a vraiment cette possibilité, c'est clarifié. Sur le volet formation, on a également des évolutions, notamment alors les quotas de formation qui sont toujours imposés, mais on n'est plus sur un quota d'heures, on est vraiment sur 3 jours de formation et surtout sur pour l'ensemble du personnel. Jusqu'à maintenant, on était surtout sur des personnels qui étaient en situation d'accueil. Là maintenant, c'est vraiment, ça concerne l'ensemble de la structure, 3 jours de formation par an. Bon, ça c'est un petit ajustement. Ce qui en revanche est très nouveau dans ce référentiel, c'est la notion d'efficacité. Le référentiel demande, dit l'OT met en place des indicateurs d'efficacité des formations. En fait, c'est un critère qui est fondamental pour moi, que nous, par exemple, au CVT, avec la certification ISO 9001 version 2015 qu'on connaît très bien, ça a vraiment du sens. La formation doit amener des résultats dans l'entreprise. Alors comment on prouve ça? Ça peut être à travers votre entretien individuel annuel, ça peut être à travers un formulaire d'évaluation de la formation à chaud que vous remplissez quand vous rentrez de formation, et puis un cabinet d'audit il peut aussi vérifier en observant, en constatant vraiment les actions que vous avez menées suite à cette formation. Par exemple, vous avez suivi une formation APEX à la MONA, vous mettez en place en rentrant un SADI dans votre office de tourisme. Vous mettez en place, vous avez suivi une formation reporter de territoire, vous mettez en place des reportages vidéo. Donc là, on constate bien en situation d'audit qu'il y a eu une application et une certaine efficacité. Donc ça, c'est vraiment pour moi un critère qui est absolument fondamental et des fois qu'on laissait un petit peu de côté. Dans le chapitre 2, on a également la question du manuel qualité et du système documentaire. Donc le contenu du manuel qualité, il est précisé, il retrouve un peu sa raison d'être. On voit bien dedans qu'on doit inscrire les orientations stratégiques, et le fonctionnement du système qualité. Donc c'était déjà ça. Mais c'était pas inscrit de cette façon, ce qui fait qu'on avait des variantes suivant les OT et leur niveau d'exigence. Donc là, c'est précisé, simplifié, et au moins on est vraiment dans un manuel qualité qui a vraiment sa raison d'être. Même combat pour la structuration du système qualité. Le référentiel vous dit, l'OT organise son système documentaire. L'OT l'accès à la documentation qualité, est structuré et organisé. Donc, il faudra toujours avoir un outil permettant de gérer et de maîtriser le système documentaire. L'évolution, c'est que l'outil n'est pas imposé. On va vraiment trouver l'outil qui est adapté à son contexte, à ses moyens, à sa structure. Par contre, on doit avoir des documents qui sont utiles, utilisés, à jour, maîtrisés et surtout compris par l'ensemble de l'équipe. On a une grande nouveauté dans ce référentiel qui nous rend toutes et tous très heureux. Le référentiel nous dit un système pertinent d'évaluation de la satisfaction des clients est à disposition des clients. Donc ça, c'est un critère qu'on attendait tous. On a la suppression du critère qui concernait l'obligation de remplir des quotas de questionnaires de satisfaction. Alors attention, ça ne veut pas dire que les questionnaires de satisfaction sont à bannir. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la structure doit trouver le ou les outils qui sont les plus pertinents par rapport à sa stratégie et par rapport à ses publics. Donc c'est vraiment à vous de jouer. Et puis on a aujourd'hui un panel d'outils d'écoute client quand même qui est assez large, donc il y a vraiment moyen de trouver son bonheur. Moi je pense personnellement que c'est bien un cumul d'outils
puisque chaque outil ne va pas toucher forcément le même public. C'est bien le cumul d'outils qui fait qu'on va avoir une vision finalement assez juste de la satisfaction de nos clients. Donc, on ne met pas non plus à la poubelle tous les questionnaires de satisfaction, mais on a tous les autres outils, notamment les sites d'opinion, entre autres. Je ne vais pas tous les citer maintenant, mais on a tout un tas d'autres outils qui permettent de bien répondre à ce critère. Notre GTLQ, groupe de travail local qualité, se transforme en groupe qualité de destination. Le contenu est précisé, il est renforcé dans le bon sens vers un déploiement de la qualité à l'échelle de la destination. Alors sur le fond, c'est pas très nouveau, c'était déjà un petit peu comme ça. Sur la forme, ça a été un peu précisé. Je précise bien là que le groupe qualité de destination n'a pas pour objectif de rendre des comptes. L'OT ne doit pas rendre des comptes à ses sociopros sur ses résultats ou autres. C'est pas du tout cet objet. On est bien sur un groupe de travail qui doit échanger, acter des décisions. Moi, je pense à un OT chez moi, un OT du littoral nordais, pardon, oui, chez moi, qui l'utilise comme outil de préparation de la saison et en aval comme bilan de saison. On va y retrouver des élus, des techniciens de la collectivité, tous les partenaires privés évidemment, toutes les personnes qui peuvent jouer un rôle important dans la préparation de cette saison. Et puis au regard des attentes de la clientèle, on va essayer de faire monter en qualité donc la station. Excusez-moi, j'ai des petits temps entre le passage de mes diapos. On notera également l'intégration des réseaux sociaux si c'est une orientation stratégique. C'était déjà le cas dans les autres référentiels du plan qualité tourisme. Là, on avait un petit décalage avec le référentiel d'Office de tourisme de France. D'une manière générale, c'est l'utilisation des nouvelles technologies qu'on valorise. Bon, ça, c'est très en phase avec l'actualité, c'est logique. Et il va être demandé vraiment pour les outils numériques d'avoir une ligne éditoriale, d'être un peu organisé. Donc là, on est sur le chapitre 3. Une précision aussi, alors ça c'est pas nouveau, la traduction du site internet, je voulais renoter parce que on avait quand même des tolérances là-dessus. Maintenant, j'ai le sentiment qu'on tergiverse plus là-dessus et que le site internet il doit être quand même intégralement traduit. Alors attention, soyez vigilants là-dessus parce que en l'occurrence le site internet, le chantier est quand même assez long, assez ambitieux, donc c'est pas quelque chose qu'on peut modifier à la dernière minute, ajuster à la dernière minute. Dans le chapitre 5, vous voyez qu'on parle désormais de partenaires en complément des socioprofessionnels. Je vous ai noté qu'on a supprimé OTF a supprimé donc les quotas de visites prestataires. On parle désormais de visites régulières. Donc ça, c'est comme les quotas de formation, c'est un peu un soulagement parce que si initialement ça a permis ce référentiel et ces quotas de permettre aux OT de sortir de l'office de tourisme pour aller plus à la rencontre des prestats, ben pour ceux qui sont en démarche qualité depuis longtemps, ça devenait finalement ces quotas un peu contre-productifs. Donc ce qui est vraiment attendu là, c'est de faire des visites régulières qui répondent là aussi à une stratégie globale au niveau de l'office de tourisme et à la limite qui concerne pas seulement ces visites régulières, uniquement les personnes en situation d'accueil. Là vraiment on est à une échelle plus large. Donc là aussi c'est plutôt une évolution positive. Je vous le disais tout à l'heure, on a un critère qui concerne l'accompagnement des porteurs de projets qui est donc devenu obligatoire. On dit bien l'OT assiste et accompagne les porteurs de projets. Dans le chapitre 6, donc l'OT, on a un nouveau critère. L'OT met en place une stratégie d'accueil et d'information sur sa destination, bureau d'information, accueil hors les murs, accueil chez les partenaires, outils numériques. Ça veut dire que les réflexions que vous menez déjà depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de vos SADI, ont pu être valorisées. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas pu se lancer pour X ou Y raison, là, du coup, ça devient imposé dans votre démarche qualité via la marque qualité tourisme.
ça montre également, et c'est ça qui est, je trouve, est intéressant, ça montre également le lien qu'il y a entre vos différentes actions, c'est-à-dire que les actions sont pas déconnectées les unes des autres, et puis de se dire par rapport à ça que la démarche interne, elle doit bien, votre démarche qualité interne, elle doit bien s'adapter à votre contexte général, au mode de consommation, aux besoins du client, au contexte, et je trouve que ce critère-là, il a du coup tout à fait sa place maintenant dans ce référentiel. Autre élément, on revient à une note de comportement ou à un règlement intérieur pour inscrire les règles de vie collective. Bon, ça c'est pas une nouveauté, mais c'était vraiment dans les premières versions du référentiel. On y revient un petit peu. Le contenu, par contre, ça c'est peut-être la nouveauté, est laissé à l'appréciation du manager, du directeur, directrice de la structure. Là aussi, en fonction du contexte, du public qu'on a, peut-être de la zone géographique, on n'a peut-être pas toujours les mêmes problématiques. Donc là, c'est laissé un petit peu à l'appréciation de la direction. Dans le chapitre 6, on a un critère qui a été un petit peu modifié là aussi. Le sens est grosso modo le même, il a quand même été reformulé. On dit bien l'OT prend en compte la gestion de l'attente des clients. Donc là, c'est bien de dire que l'aménagement des lieux doit permettre aux visiteurs de patienter, d'accéder à des informations utiles. Donc là, c'est à la fois à travers les affichages, à la fois à travers, pourquoi pas, des vidéos. On a un critère également, alors je sais parfois, chez moi en office de tourisme, il n'est pas très bien compris, donc je l'explique. C'est un critère qui a été intégré là pour être en conformité avec les autres référentiels du plan qualité tourisme. C'est le fait d'inscrire les langues parlées à l'accueil à l'extérieur de l'office de tourisme. Donc ça, on a tendance à plus le comprendre quand on est sur un lieu de visite, par exemple, un musée ou autre. C'est inscrit dans l'ensemble des référentiels types du plan qualité tourisme. Donc effectivement, là, il y a eu ce petit ajout en critères facultatifs. Je vous ai remis que les éditions doivent être traduites. Là aussi, ça, par contre, c'est pas une nouveauté, mais on le fait pas toujours. On traduit les titres ou un peu de texte. Bon, il y avait des tolérances par rapport à ça maintenant. Je préfère alerter. Je suis pas sûre que auprès des cabinets d'audit, il y ait la même tolérance désormais. Voilà. Bon, ça c'est mon impression personnelle, c'est peut-être à vérifier auprès de la Fédération nationale. Alors, d'une manière générale, les critères concernant la maîtrise de l'information ont été allégés, assouplis, pour revenir tout simplement un peu à l'essentiel. Les critères de demande de documentation par téléphone, bon, tout ça c'est terminé. Terminé aussi l'obligation de mettre à jour la liste des domaines d'information à gérer. Pour ceux qui sont en démarche qualité depuis longtemps, vous vous souvenez qu'il y avait une annexe qui s'appelait domaine d'information à gérer, qui était parfois très bien utilisée, parfois on n'arrivait pas forcément à se l'adapter, ou elle n'était pas vraiment utile dans sa structure. Désormais, le critère n'est plus obligatoire. Donc ceux qui l'avaient et qui l'utilisent, qui le trouvent pertinent, continuent de l'utiliser. Il ne faut pas du tout le supprimer. Ça doit être là aussi, il faut que ce soit cohérent avec votre fonctionnement. Ceux qui ne l'avaient pas, c'est une bonne nouvelle pour vous. On n'est plus obligé d'avoir cet outil. Bien sûr, il faut maîtriser son information. Ça par contre, ça change pas du tout. Mais il n'y a plus cet outil qui est imposé. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de modification sur les 3 chapitres optionnels, donc j'ai pas prévu de vous en parler davantage. Et on verra si vous avez des questions là-dessus. Donc pour le chapitre 6, c'est tout ce que j'avais identifié moi comme modification qui méritait d'être identifié devant vous. Vous le voyez, c'est pas des gros bouleversements quand même sur ce référentiel, plutôt des petites choses par-ci par-là. C'est quand même un peu de taf, hein, c'est sûr, et surtout quand on commence. Mais on est quand même là enfin moi je trouve plutôt dans une bonne évolution du référentiel, qui va dans le bon sens, qui nous facilite la vie.
Alors j'ai 2-3 petites dernières diapos. Donc Hélène m'avait demandé de vous parler brièvement du suivi un peu en tant que relais territorial pour les OT marqués. C'est vrai que ce suivi il est un petit peu allégé. D'une manière générale, au-delà d'OTF, la Direction générale des entreprises a souhaité soulager un petit peu les suivis qui étaient pour l'instant quand même, et notamment particulièrement pour les OT, qui étaient quand même très très lourds. Donc autant la forme n'était pas forcément toujours imposée, mais il y avait quand même des engagements derrière qui étaient assez importants. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart tous les référentiels et toutes les filières du plan qualité tourisme ont basculé à 5 ans. Office de tourisme de France, qui est positionné sur un audit et pas sur une visite mystère, est le seul à rester sur 3 ans. Malgré tout, donc c'est tout à fait cohérent, enfin en tout cas justifié par rapport au fonctionnement qui est un petit peu, qui est quand même un petit peu à part puisqu'il est sur de l'audit. On a quand même eu la consigne entre guillemets d'assouplir un petit peu les suivis. Alors, il y aura toujours un suivi, il faut un suivi pour aider aussi l'office à se maintenir, parce que c'est quand même un challenge important. Il y aura une forme effectivement de suivi, soit par des visites mystères, il y aura ou des formations, il y aura des choses, mais on nous a quand même demandé d'assouplir un petit peu ces suivis. Donc le contrat finalement, moi en tant que relais territorial que j'ai avec OTF, c'est d'assurer un accompagnement de mon réseau, signer une convention de partenariat avec les offices de tourisme. Je dois contrôler que mes OT marqués réalisent au minimum une fois par an leur auto-évaluation annuelle. Je dois contrôler que mes OT marqués mettent en place des actions correctives suite aux écarts qui ont été relevés lors de l'audit externe. Et puis, je dois contrôler que chaque OT marqué envoie chaque année un plan d'action qualité, la synthèse des outils d'écoute client, les comptes rendus groupe qualité de destination pour vérifier qu'ils existent bien, les enregistrements des formations réalisées, et puis finalement tout outil qui permet de vérifier le bon fonctionnement, la constance, la stabilité du système qualité, du système de management par la qualité. Donc ça, finalement, en termes de suivi, c'est très peu. Quand on dit assurer un accompagnement du réseau, le fond, la forme, c'est finalement à chaque relais territorial de le décider quelque part. Donc ça peut prendre la forme de formation, de visite mystère. Moi c'est comme ça que je travaille, de newsletters, les vidéos pour ceux qui connaissent mes vidéos. Il y a des petits outils comme ça aussi. Mais ça c'est vraiment laissé à l'appréciation finalement de chaque relais territorial. En sachant, je vous le répète, qu'il y a quand même un allègement vraiment des exigences au niveau du suivi. J'avais deux, trois petits conseils à vous donner, parce que j'aime bien les petits conseils. Pour tous ceux qui renouvellent, mais même à la limite finalement pour les premières candidatures, faut bien garder en tête qu'on est en exercice d'audit externe et que l'exercice d'audit il est jamais gagné d'avance. On n'est pas sur de l'évaluation interne, on n'est pas sur du réseau ou comme moi je vais par exemple auditer en blanc ou en pré-audit mes partenaires. On est vraiment sur un audit externe avec une personne qui vient de l'extérieur. Donc même quand on disons que l'exercice n'est jamais gagné d'avance. C'est à la fois la difficulté et la force de ces audits externes, leur valeur ajoutée, c'est qu'on a vraiment ce regard, vraiment ce regard extérieur. Donc il faut rester confiant et conscient de la qualité de son travail, de tout ce qu'on a donné, de sa démarche de progrès, etc., de son système qualité, mais il faut toujours quand même garder à l'esprit qu'on est en exercice d'audit. Donc c'est un exercice un peu particulier, l'exercice d'audit quand même, et ne jamais oublier, même quand on a l'habitude, c'est qu'on a toujours de nouveaux auditeurs et auditrices. Donc c'est des personnalités différentes, des histoires différentes. On a certes un référentiel qui est objectif avec des critères, on a automatiquement quand même en face des interlocuteurs qui ont leur propre expérience. Donc ça, il faut être attentif là-dessus. On a aussi
en ce moment, on donne aussi comme recommandation de davantage s'intéresser à la démarche globale et d'amélioration continue de l'établissement, plutôt qu'à la conformité stricte du critère, presque bête et méchant, c'est fait, c'est pas fait, et puis on cherche pas à aller plus loin. Donc ça, c'est une vraie évolution très 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 positive. Hein. Moi qui travaille avec la DGE sur d'autres référentiels types, on est vraiment là-dessus. Par contre, attention à pas tomber dans le biais d'oublier les critères. C'est-à-dire qu'on est quand même en démarche qualité avec une norme, entre guillemets, avec un référentiel. Donc, on doit quand même atteindre un score de 85%. Donc, il faut avoir cet équilibre toujours en tête quand même. Hein. Je pense global, qualité globale, démarche de progrès, démarche d'amélioration continue. Mais je pense aussi que j'ai quand même un référentiel et je dois être en phase avec lui. Et puis, je termine toujours tout ce que je fais par une petite citation. Donc là, c'est Steve Jobs. Alors, je suis pas une Apple addict, hein, mais j'ai en tête beaucoup de choses en tout cas, que je respecte et que j'admire chez cet homme-là. Et il y a quelques citations qui me parlent particulièrement, notamment celle-là. Si vous êtes charpentier, que vous fabriquez une magnifique commode, vous n'allez pas utiliser un morceau de contreplaqué pour l'arrière du meuble, même s'il est contre le mur et que personne ne va le voir. Vous saurez que ce sera là. Donc, vous allez utiliser une magnifique pièce de bois pour que vous dormiez bien la nuit. L'esthétique, la qualité doivent être des impératifs de bout en bout. Alors moi, ça me parle particulièrement de se dire qu'au-delà du référentiel et des critères qui sont forcément pas exhaustifs, hein, on est sur une norme avec une sélection d'exigences. Eh bien, on a quand même nous comme objectif une qualité globale à l'échelle de la structure, à l'échelle de tous les services et même à l'échelle de la destination, avec toujours le client au centre de notre attention. Donc ça, c'est vraiment important au-delà du référentiel d'avoir ça, ces notions-là, cette citation de Steve Jobs. Le Plan Good Check Act, la roue de Deming, et également le fait de mettre le client toujours au centre. Voilà, j'ai fini de parler toute seule. Merci de m'avoir écouté et je suis à l'écoute maintenant de vos questions, de vos remarques. Et je crois que je suis pas mal au niveau du temps, Fabien. Je déconnecte mon micro là. Il te reste même 2 minutes. Non, non. Gestion du timing parfaite. Pauline m'avait annoncé 40 minutes. Je suis impressionné. On aurait même eu le temps de passer finalement une petite vidéo sur la qualité justement, vidéo réalisée et produite en interne par le CDT des Landes. Je pense que si tu en es d'accord, on pourra peut-être le joindre avec le suivi quali de ce web séminaire, de joindre peut-être les liens, les URL directs pour accéder à ces vidéos qui sont relativement bien faites et sur un ton un peu humoristique autour de la qualité. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens en tout cas qui suivent ce web séminaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais de toute façon 2-3 à te poser. Je m'en suis gardé sous le coude. Donc déjà, Julie Boissière, donc qui te remercie, Pauline. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était très synthétique et très précis à la fois. Alors, j'ai une question de Anglette qui me demande... Alors attends, je vais juste essayer d'avoir la question en entier. Avez-vous des nouvelles sur un relais territorial sur le 64? Alors, c'est une excellente question. Alors, je vais peut-être te laisser, Pauline, juste voir si tu as des éléments, puis je compléterai peut-être, n'étant pas le spécialiste au niveau de la MONA de qualité tourisme. Suivi et cette animation, et sachant qu'elle est partie pour des raisons de congé maternité, elle est partie donc as-tu disparu? M'entends-tu?
que tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Oui, voilà, j'avais disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai bien. Alors, par contre, j'ai plus je ne vois plus, mais c'est pas très grave. J'ai pas d'infos, non, effectivement, sur le relais territorial au niveau du 64. Il semblerait que le CDT 64 ne soit pas pour l'instant positionné là-dessus. Il y a une personne qui est en charge de qualité tourisme qui s'appelle Céline Rouget qui travaille sur les filières comme moi. Mais pour le volet office de tourisme, pour l'instant, c'est pas intégré. Mais on est tous actuellement dans des phases voilà, on repense un petit peu tous nos stratégies à l'horizon 5 ans. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à se rapprocher d'eux et j'espère pour vous qu'il y aura effectivement un suivi parce que c'est quand même, même à minima, effectivement, c'est quand même important. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'apporter plus. Juste un petit juste un petit complément parce que c'est vrai que c'est une question qui est quand même vitale pour le réseau. En gros, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que par rapport à, on va dire à ces zones blanches, on va le schématiser comme ça parce qu'il y a la question se pose en Pyrénées-Atlantiques, mais se pose également dans d'autres départements au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un sujet qui va être abordé et abordé dans le cadre du conseil d'administration de la MONA, qui s'est réuni hier après-midi avec l'élection du nouveau bureau. Et donc c'est Frédéric Duginet qui a été reconduite comme la présidente de la MONA, et ça fait partie donc des sujets qui seront abordés dans ce cadre-là, on va dire, par le CA pour avoir justement un discours commun et surtout une réponse relativement précise sur cette question d'accompagnement qui, comme tu l'as rappelé Pauline, est quand même précieux pour les offices de tourisme. On peut faire des petites choses comme ça. Voilà. Maintenant, ça n'est pas de l'accompagnement, ça va être des choses ponctuelles sur une thématique ou sur une journée de formation. Donc c'est sûr que c'est pas pareil, je l'entends, je sais que c'est difficile quand on se sent un peu seul dans cette démarche. Je connais tellement ça. Non, effectivement, je pense qu'il faut trouver une solution peut-être au niveau régional. Ok, alors j'ai une réaction de Maïka par rapport. Parce que moi, je vois rien par contre. Hein. Fabien, je t'entends plus. Les aborder et les présenter à Pauline. Ah, ça y est. Donc pour le moment, excusez-moi, il y a eu peut-être un petit souci de micro. Alors je sais pas où est-ce que j'en étais. Juste par rapport à la réaction de Maïka qui interpellait, qui m'interpellait sur le fait que les participants ne voyaient pas les questions qui étaient posées dans le chat. Donc
Comme je le précisais, en fait, je m'excuse, mais ça doit être une option qui a dû être cochée. Et voilà, je sais pas comment la décocher pour permettre à tout le monde de voir ce qui se passe sur le chat. En tout cas, ça sera rectifié pour le prochain web séminaire et voilà. Et toutes nos excuses par rapport à ça. En tout cas, moi, par rapport à ce que je vois du chat, j'ai pas d'autres questions, si ce n'est celle d'Anglais de tourisme. Je voudrais peut-être moi leur relancer peut-être sur une question qui concerne la. Oui. Dans la mesure du possible, voilà. L'esprit réseau des Landes, c'est quand même quelque chose. Juste pour abonder peut-être dans le pot commun des questions. Moi, j'aimerais juste peut-être revenir sur quelque chose qui m'est assez cher, mais c'est sur ces 3 journées de formation par an qui sont à honorer. Tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. En fait, moi, j'ai une précision en fait d'ordre technique, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de 3 journées de formation assurés par des organismes de formation qui sont habilités auprès de la directe, auprès de l'État, et donc qui remettent une attestation de fin de formation comme c'est dans leur obligation. Donc, est-ce que c'est on est plutôt sur cette seconde option. Depuis toujours. On peut aussi imaginer, par exemple. C'est une question qu'on se pose souvent, mais voilà, c'est une question qu'on se pose souvent, mais on est bien sur le volet de formation au sens large. Donc, alors évidemment, la formation pure et dure telle qu'on la connaît, avec tout ce que propose la MONA, oui, bien sûr. On peut également faire de la formation interne, suite à une formation MONA, par exemple, il va y avoir une formation en interne d'un membre de l'équipe à un autre membre de l'équipe. On peut intégrer aussi une forme d'éductour là-dedans, on peut intégrer différentes choses. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne... Puis finalement, c'est encore une fois une question un peu d'équilibre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Quand tu as 3 jours de formation, c'est un minimum. Et là aussi, c'est un équilibre. S'il n'y a pas une année 3 jours de formation, ce sera l'année suivante. Parce qu'il faut là aussi harmoniser à l'échelle de la structure, entre tous les personnels. Au-delà du critère, il faut quand même être un peu cohérent et qu'il y ait du sens là-dessus. Il ne faut pas non plus se limiter parce que c'est écrit 3 jours, on fait 3 jours alors que finalement ça va pas être efficace. Voilà. Là aussi, il faut qu'il y ait une réflexion globale et sur plusieurs années. On dit de toute façon en démarche qualité que le plan prévisionnel, il doit y avoir un plan prévisionnel de formation et si possible sur 3 ans. Donc normalement, on a une visibilité, alors dans la mesure du possible, hein, je sais bien c'est pas si simple, mais on a une visibilité sur au moins les 2-3 prochaines années en termes de souhaits de formation et de besoins de formation d'un point de vue stratégique à l'échelle de la structure. Ok, très bien, merci Pauline pour ce complément. Maïka nous pose la question suivante. Par rapport aux traductions des éditions, est-ce que c'est forcément quand même on va dire une obligation, même si finalement les statistiques prouvent qu'il n'y a que 2 ou 3% de la clientèle qui est étrangère. Je crois que c'est comme ça que Maïka a formulé sa question. 3% de clientèle étrangère, on peut entendre cette remarque parce que derrière il y a du budget. Maintenant, si on pense plus global et non pas à l'échelle de la structure, la marque qualité tourisme, c'est une marque qui est dédiée à l'accueil de la clientèle et qui est une marque à vocation internationale pour le développement pour l'amélioration de la compétitivité de la destination France et donc l'accueil des clientèles étrangères. Donc évidemment à l'échelle de ma
structure, moi, quand j'ai moins de 3% de clients étrangers, je me dis, c'est un budget énorme, traduction du site internet, traduction des éditions, formation de mes employés, c'est énorme. D'un autre côté, on peut aussi se dire qu'on va pas développer cette clientèle si on n'est pas en capacité, et je nuance mes mots, de l'accueillir finalement correctement. En lui proposant finalement des outils adaptés, donc à minima le site internet, la formation des équipes et probablement les éditions. Mais ça c'est vraiment une problématique que tu as qu'on a tous. J'ai pas la réponse sûre et certaine de ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant il y avait des tolérances. J'en ai eu dans mon département, c'est-à-dire qu'on a eu la marque qualité tourisme en ayant une édition partiellement traduite, le site internet aussi. Il y a eu des tolérances. Je ne sais pas comment ça va être à l'avenir. Voilà. Donc je préfère, si on s'en tient stricto sensu à ce que demande le référentiel demande une traduction. Là après, si tu veux, c'est comment comment OTF va informer et donner quelles consignes il va donner la fédération va donner pardon au cabinet d'audit et comment derrière les cabinets d'audit finalement vont vous auditer. Et là-dessus, moi j'ai l'impression à mon niveau que là il y a un peu moins de tolérance par rapport à ça. Maintenant, voilà. Hmm. Alors le volet 2, on n'a pas Ok, merci beaucoup Pauline. plus Nathalie d'informations, parce qu'il y a, Goumard, donc il te j'ai remercie compris, pour cette il y a intervention quand de même qualité. Donc il y vu a la un petit thématique, peu de retard par rapport c'est à raccord. ce qui était prévu l'année dernière Elle sur nous demande le en fait chantier pour refonte du si elle pouvait en savoir référentiel. Bon plus ça par c'est rapport au voilà, hein, volet je 2 parle, qui les je suis attend en pas dans la 2018. commission, hein, donc c'est les infos que je glane aussi là par-ci par-là. Ce qui est sûr, c'est que vraiment l'idée c'était d'avoir une rupture quand même avec le référentiel actuel et donc cette version de 2017. D'avoir un référentiel vraiment qui allait plus sur de la certification, comme nous, ce qu'on connaît par exemple au niveau du CDT avec ISO, où on a finalement plus des critères un peu génériques, hein, comme je vous disais tout à l'heure sur le critère écoute client qui dit vous devez trouver le système le plus adapté d'écoute de votre client, donc des critères un peu comme ça, des exigences presque un peu plus globales, et derrière finalement à vous de trouver la réponse quelque part. C'est beaucoup moins orienté, c'est plus des grands engagements quelque part. Nous on a ça sur ISO 9001. Ce qui était dans les tuyaux, et c'est d'ailleurs pour ça moi j'avais fait pour mes partenaires une vidéo justement sur l'approche processus et puis pour tous les autres aussi. Il y avait ce projet d'intégrer justement la notion de l'approche processus, qui est là aussi du ISO pur et dur, mais qui a vraiment du sens. Moi j'ai vu ça, j'ai testé ça avec certains de mes offices de tourisme qui ont une certaine taille, hein, comme l'office de tourisme de Dax par exemple. Ça apporte vraiment une valeur ajoutée, donc si ça va dans ce sens-là, on est plutôt sur du positif. Je pense moi de toute façon que c'est vraiment intéressant. Si OTF peut vraiment aller dans ce sens par rapport à ce qui était prévu, moi je pense que c'est vraiment intéressant parce que sur des OT qui sont des marches qualité depuis parfois 10 ans, moi j'ai des OT qui sont des marches qualité depuis 10 ans, il y a besoin à un moment donné de trouver un nouvel élan, une nouvelle énergie, de se poser des questions différemment, de penser différemment la démarche qualité à l'échelle de la structure et être plutôt sur une norme avec des grands engagements et de l'approche processus, on est sur quelque chose qui pour moi a du sens. Là, c'est mon avis vraiment personnel et pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires au niveau des relais territoriaux et au niveau
Parfait. Alors ça se bouscule sur le chat là, donc il y a plein de questions. Donc on va essayer peut-être de les traiter T'en dire plus. succinctement, mais Quand tu dis précisément codir, aussi, c'est mais pour pouvoir en traiter le maximum. pardon. Quand tu dis Anguette donc a une voilà, question l'essai par à rapport au codir, codir. t'es en Est-ce études, qu'il c'est peut ça? être considéré? Voilà, d'accord. Alors, oui et non, là aussi, il n'y a pas de réponse figée. Initialement, on voulait vraiment que le groupe qualité de destination soit vraiment dissocié de tout ce qui était comité de direction, conseil d'exploitation, conseil d'administration. Il y a eu des tolérances vis-à-vis de ça quand effectivement l'ordre du jour, comme tu le dis, est vraiment à part. Là aussi, ce qui va vraiment compter, en fait, c'est les gens qui sont dedans. Si dans ton comité de direction, on a finalement les bonnes personnes avec une capacité de décision, avec une influence qui fait qu'on ne parle pas finalement entre guillemets dans le vide, quoi. C'est-à-dire dire des choses et on sait que ça se fera jamais. Quand on a finalement les bonnes personnes et qu'on peut avancer, à la limite, j'ai envie de te dire, moi ça me choque pas. Parce que de faire un groupe qualité qui est complètement dissocié et qui finalement n'aura pas de possibilité d'action, ça va pas non plus. Donc, c'est pas figé, mais si on s'en tient là aussi stricto sensu aux critères, normalement, c'est à part. Donc là, c'est aussi à toi de voir dans ta propre structure. Non, je suis désolée, j'essaie de faire vite. C'est à toi de voir dans ta propre structure ce qui. Alors oui, oui. Alors surtout ne fais pas l'erreur que moi j'ai fait parfois, c'est-à-dire de supprimer dans un excès de rage les outils qui n'étaient plus utiles pour moi ou pour mes offices de tourisme. Entre la première candidature et le renouvellement 1 ou entre le renouvellement 2, on doit effectivement garder une traçabilité que tu mets en archive, une traçabilité des outils pour pouvoir montrer. Alors là aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend quand même un peu des cabinets d'audit. Hein. Donc la réponse, elle n'est pas complètement. Mais dans l'absolu, la réponse est oui. La réponse est oui. Par contre, tu dois bien vérifier que l'outil qui est en cours, l'outil que tu utilises avec ton équipe, est bien le bon, est bien maîtrisé et qu'il n'y a aucun risque qu'on utilise une ancienne procédure ou n'importe quel outil qui était de la version par exemple 2014. C'est ça surtout finalement. Ça va, oui. Oui, bien sûr. D'abord, félicitations. Si tu n'as que 5 réclamations, c'est plutôt positif, mais c'est déjà trop, j'ai envie de te dire. Donc 5 réclamations, bien sûr, il faut les traiter. Là aussi, les réclamations, c'est une blague, hein. Les réclamations, elles sont pas à déconnecter du reste. Quand tu as, par exemple, 30 avis positifs et autres et négatifs, peut-être sur TripAdvisor, que tu as des mécontentements et des avis positifs, en face à face au niveau de l'office de tourisme, par téléphone, tu as des plus, des j'aime et tout ce que tu veux sur tes réseaux sociaux. En même temps, tu as 5 réclamations. Évidemment, tes 5 réclamations, ça a l'air de rien, mais si tu cumules avec l'ensemble des résultats des coups de clients positifs et moins. Ok. Quelle est la personne qui remplace Romain à OTF? J'ai pas bien compris le nom de famille. Adeline?
Si je me souviens bien, dans l'annexe 3, mais il faudrait qu'on la relise, on te demande à minima donc le directeur, directrice de l'OT, le RAC, le LARAC, le ou la présidente, 2 élus, 2 sociopros, quoi. Grosso modo, c'est ce schéma-là. Moi, j'ai des OT, ils sont 5, mais 5 super efficaces, avec l'élu qu'il faut, la présidente, le RAC, le directeur et un sociopro, ils sont super efficaces. J'ai d'autres groupes qualité destination, ils peuvent être jusqu'à peut-être 15 ou 20, avec 10 qui sont vraiment absolument présents. À la limite, le minimum, c'est ce qui est noté dans ton annexe 3. Et après, c'est le fait de vraiment trouver les personnes qui vont être les plus pertinentes. Et ça dépend, peut-être même le DGS de la collectivité des fois, hein, parce que lui, il a la connaissance, il sait ce qui va être fait ou pas fait sur ta station, et il a une... Donc le nombre... Alors, quand tu es en première candidature, c'est 2 par an. Je crois que quand tu es en renouvellement, c'est au minimum 1 par an. Moi, je trouve qu'une réunion en avant-saison, une réunion en aval de la saison, c'est cohérent. Moi, j'ai des OT qui font beaucoup plus que ça, parce que dans leur organisation, c'est ce qui a du sens. Voilà. Moi, je pense qu'une avant-saison pertinente, une après-saison pertinente, où on prépare vraiment le travail au regard des attentes là aussi des clients. Et Ok, parfait. Écoute, je crois qu'on a épuisé toutes les questions qui ont été posées sur le chat. Il est midi 3. Je pense qu'en termes de gestion de planning, on n'est pas trop mal. S'il n'y a pas d'autres questions, bon après, comme tu l'as rappelé, Pauline, si voilà, s'il y a une petite précision ou une autre question qui arriverait après ce web séminaire, bon bah, je pense que les collègues n'hésiteront pas, sans te charger non plus la mule d'une certaine manière. Bon, en tout cas, bah, je tiens à te remercier, Pauline, pour cette présentation qui, je l'espère, a répondu en tout cas aux attentes du groupe, du petit groupe qu'on était à te suivre à distance. Est-ce que tu veux dire un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte? Pas trop mal quand même à chaque fois. Donc la démarche est bonne. Hein. Donc il faut être conscient de ça aussi, tout en étant exigeant, mais il faut avoir conscience de ça